Reprendre en main une équipe qui part un peu à la dérive, ça peut faire peur. On peut avoir l'impression de se retrouver face à une montagne. Mais en réalité, c'est loin d'être une mission impossible. Allez, on décortique ensemble une méthode étape par étape qui s'inspire du coaching pour transformer un groupe en difficulté en une véritable équipe soudée et performante. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ça? Une ambiance de méfiance, des disputes qui démarrent pour un rien, des chiffres qui plongent? Eh bien, ce sont les symptômes typiques d'une équipe qui a perdu son équilibre. Ce sont des signaux d'alarme qu'un manager ne peut absolument pas ignorer. La toute première étape, c'est d'ouvrir les yeux et de reconnaître que oui, il y a un problème. Alors, voici le plan de match. On va d'abord poser le diagnostic. Ensuite, on verra comment construire des fondations solides. Puis, on parlera des compétences humaines clés, comme l'empathie et la gestion des crises. Et pour finir, on s'attardera sur l'état d'esprit qui doit animer tout ça. C'est parti pour la première phase. Et attention, c'est peut-être la plus surprenante. Avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre la moindre décision, la priorité absolue, c'est d'écouter. On entre dans un temps de diagnostic, où le dialogue devient l'outil numéro 1. Et ce qui est super intéressant, c'est la méthode. On oublie la grande réunion de groupe où personne n'ose parler. Non, là, on fait des entretiens individuels, en tête-à-tête. Parce que forcément, loin de la pression du groupe, les langues se délient. Le but, c'est de comprendre ce qui motive chaque personne, ses craintes, ses envies, et surtout, ce qu'elle attend concrètement de son manager. Et bien sûr, la transparence du manager à ce moment-là, c'est la clé pour commencer à rebâtir la confiance. Grâce à ces entretiens, on commence à dessiner une sorte de carte de la dynamique de l'équipe. Et ça permet de répondre à des questions vraiment cruciales, notamment celle-ci, qui est fondamentale. Y a-t-il des leaders négatifs dans le groupe? Repérer les personnes qui, volontairement ou non, tirent tout le monde vers le bas, c'est une étape indispensable pour la suite. Ok, la phase d'écoute est terminée. Maintenant, on passe à la construction. C'est la phase 2. Après avoir compris, il faut clarifier. Pour reprendre une équipe, il faut avant tout lui donner des repères clairs, des règles du jeu bien définies. Et là, il y a un mot qui est hyper important, c'est la formalisation. Un objectif qui reste flou, c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur. Donc ici, la méthode est très claire. Les objectifs doivent être écrits noir sur blanc, avec une date limite et même signés. Cet engagement, c'est ce qui donne un cap à tout le monde et permet d'évaluer les choses objectivement. C'est tout simplement la colonne vertébrale de l'équipe. Cette comparaison, elle est très parlante. Regardez. À gauche, sans fiche de poste, c'est le chaos. Les rôles sont mal définis, on se marche sur les pieds, certains sont débordés pendant que d'autres s'ennuient. Et à droite, avec des fiches de poste, tout devient plus simple. Les missions sont claires, les responsabilités sont définies, et non, la fiche de poste, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est un véritable contrat de clarté qui évite énormément de problèmes. Bon, on a posé la structure, les fondations. Maintenant, il faut mettre de la vie là-dedans. Il faut s'occuper de l'humain. C'est la troisième phase, le management avec empathie. Parce qu'un cadre, aussi parfait soit-il, ne sert à rien s'il n'y a pas de confiance. Cette phrase, elle résume parfaitement le changement de mentalité. Fini, le manager autoritaire qui donne des ordres depuis son bureau. Le manager moderne, ce n'est plus le chef au sommet de la pyramide. C'est plutôt un coach au centre du jeu qui est là pour que son équipe gagne. Sa première mission, c'est d'être au service de ses collaborateurs, d'enlever les obstacles sur leur chemin pour qu'ils puissent donner le meilleur. Alors concrètement, comment on fait pour créer cette confiance? Il y a plusieurs clés. D'abord, une écoute active, sincère. Ensuite, un soutien à toute épreuve, être un bouclier pour son équipe, surtout quand ça secoue. Troisièmement, savoir valoriser le travail de chacun, s'assurer que les succès soient reconnus plus haut. Et enfin, peut-être la clé la plus importante, installer un vrai droit à l'erreur. Parce qu'une équipe qui a le droit de se tromper, c'est une équipe qui ose, qui innove et qui progresse. On aborde maintenant une partie un peu plus délicate, la quatrième phase, la gestion des conflits. C'est normal qu'il y en ait dans une équipe, c'est même sain parfois. Mais tout dépend de la façon dont on les gère. Ça peut soit faire imploser le groupe, soit le rendre plus fort. La pire erreur face à un conflit, c'est de faire l'autruche, espérer que ça se tasse tout seul. Un conflit qu'on ne traite pas, c'est comme une braise sous la cendre. Ça finit toujours par mettre le feu à toute la maison. Le rôle du manager, c'est de prendre son courage à deux mains et d'intervenir. Pas en tant que juge, mais en tant que médiateur. Et pour ça, il existe une technique vraiment puissante, la minité-divergence. Le concept est génial. En gros, il s'agit de séparer le fond et la forme. Sur le fond, on peut être très direct, s'appuyer sur les faits, dire son désaccord, mais sur la forme, on reste toujours calme, respectueux, à l'écoute. C'est ce cocktail qui permet de faire passer les messages difficiles et d'obtenir des changements. Pour bien mener cette médiation, on peut suivre 4 étapes. D'abord, on ne parle que des faits, rien que des faits. C'est objectif, indiscutable.
Deuxièmement, on crée un espace sécurisant pour que chacun puisse vider son sac et clarifier les non-dits. Troisièmement, c'est là qu'on utilise notre fameuse aménité divergence. Et enfin, quatrième point essentiel qu'on oublie trop souvent, on s'assure d'avoir le soutien de sa propre hiérarchie. C'est crucial pour que notre intervention ait du poids. On arrive au bout de cette méthode et on se rend compte qu'au-delà de tous les outils, de tous les processus, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'état d'esprit, la posture du leader coach. Et cet état d'esprit, il tient en quelques mots-clés. La transparence et la cohérence pour être crédible, l'empathie et la confiance pour créer du lien, la valorisation et le courage managérial pour motiver et oser affronter les problèmes. Et quand on met tout ça bout à bout, ça forge la qualité ultime, la légitimité. C'est ça la vraie clé d'un succès qui dure. Et on va finir avec cette question. Quand on regarde tout ce qu'on vient de voir, apprendre à écouter, à structurer, à gérer les émotions, les conflits, on comprend que non, être un bon manager, ce n'est pas un talent inné. Ce n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un ensemble de compétences. Et les compétences, ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. C'est un artisanat. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle de toutes.